Monsieur le Président de l'Office national de lutte contre la corruption et cher maître Serigne Bassirou Gueye, Monsieur Babacar Ba, vice-président de l'OFNAC, non moins président du Forum du Justifiable. Je vous remercie de m'avoir donné la parole, parler au nom des grandes écoles que nous sommes. Je parlais de l'ISM, l'Institut supérieur de management, l'IAM, l'Institut africain de management, le groupe CIPDECO et le groupe IPG-ISTI que je dirige. Ce jeudi 11 juillet 2025 sera à jamais gravé dans notre mémoire collective, eu égard du fait que l'Office national de lutte contre la corruption vient encore une fois d'impliquer la jeunesse estudiantine au cœur de la lutte farouche et impitoyable contre le fléau qu'est la corruption, que dis-je, contre cette pandémie. En réalisant que je porte la voix des écoles que je venais de citer, je ne peux me soustraire de l'impérieux devoir de remercier et féliciter ces prestigieuses institutions de formation universitaire, techniques et professionnelles qui font la fierté et le prestige du pôle privé ici au Sénégal, et ce, bien au-delà de nos frontières. Indubitablement, chers gouvernants des écoles, vous êtes tête de pont des acquis inestimables du privé dans la construction et la rénovation de notre offre d'enseignement supérieur, technique et professionnel. Plus que m'en réjouir, j'endosse fièrement cet honneur de porter votre voix en cette belle journée d'éveil des consciences, d'introspection et d'engagement de la jeunesse, dont la réflexion autour des valeurs d'éthique individuelle et collective sont à la fois sobres et propulseurs de tous nos choix de transformation et de développement intégral du Sénégal. Mesdames et messieurs, chers invités et bien sûr, chers étudiants, vous me permettrez de féliciter les autorités de l'OFNAC pour cette belle initiative de débattre, d'argumenter, de convaincre que la lutte contre la corruption postule une éthique individuelle et collective, positionnée comme règle de vie, mieux comme viatique. En plus, le thème charrie de nombreuses pistes de réflexion grâce au libellé interrogatif, surtout du thème 2 que j'ai retenu, à savoir la jeunesse africaine, première ligne de défense contre la corruption, illusion ou levier stratégique. Assurément, ce mode de questionnement appelle une problématisation du sujet pour en développer ou dévoiler le contenu et les axes. Que recouvre la notion d'éthique individuelle? Suffit-elle à éradiquer la corruption dans nos institutions? Que vaut l'éthique individuelle sans l'éthique collective? Existe-t-il une relation avec la morale? La jeunesse africaine est-elle un levier pour une prévention efficace et un vecteur d'appropriation du paradigme de bonne gouvernance éthique? Ce sont ces questionnements-là qu'on se pose. Mesdames et messieurs, vous réaliserez sans doute que l'acuité et l'intérêt du thème ne peuvent m'empêcher de jeter un pavé dans la mare en ayant une posture questionneuse. In fine, je terminerai par paraphraser un philosophe qui pensait à juste titre que philosopher, c'est être en route. Eh bien, ma conviction est que débattre aussi être en route pour brancher les phares lumineux sur le fléau de la pandémie de la corruption, qu'elle soit individuelle ou collective. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Sall, pour ce message très important à l'endroit de la jeunesse. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue de randonnée de Dakar. La fédération, sénégalaise de randonnée. Tout à fait. Merci. Et que nous avons eu à travailler ensemble. Absolument. Dans le cadre de la sensibilisation. Merci. Donc, sans plus tarder, je m'en vais juste rappeler cette phrase de M. Serigne Bassirou Gueye avant de lui donner la parole. Il disait, je le cite, « Nous avons besoin d'une jeunesse éveillée, consciente et engagée, car c'est avec elle que nous ferons reculer la fraude, la corruption et toutes les pratiques contraires à l'intérêt public. » Fin de citation. Donc, M. Serigne Bassirou Gueye, président de l'OFNAC, vous avez la parole.
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements partenaires, Madame la représentante du Centre de formation judiciaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs les membres de l'OFNAC, chers collaborateurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'emblée vous remercier très chaleureusement pour votre présence nombreuse et attentive qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la cause qui nous réunit ce matin. Votre mobilisation à ce rendez-vous annuel représente un encouragement précieux qui entretient l'espoir de venir à bout un jour de cette gangrène nauséabonde qui est la corruption. Je voudrais à cet égard décerner une mention spéciale aux dirigeants des écoles de commerce partenaires qui ont bien voulu s'engager activement à nos côtés. J'y associe l'ensemble des représentants des institutions, des organisations de la société civile, des entreprises et des médias dont la présence renforce la portée et la dignité de cette commémoration. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la 9e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, pour renouveler solennellement un engagement collectif, celui de défendre la dignité humaine contre toutes les formes de prédation, de détournement et de compromission. Ce combat est d'autant plus impérieux qu'il ne concerne pas seulement les administrations ou les gouvernements. Il concerne l'âme même de nos sociétés. À cet égard, le thème de cette édition, à savoir promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption, a une résonance profonde. Il nous invite à réfléchir au sens que nous donnons à la notion de dignité, à la fois individuelle et collective. De nos jours, la corruption apparaît comme l'une des menaces les plus redoutables contre cette dignité. Elle traduit la confiance, elle détruit la confiance, asservit les victimes, creuse les inégalités, établit et affaiblit des institutions et compromet au bout du compte nos efforts de développement. C'est pourquoi promouvoir la dignité exige de bâtir une culture d'intégrité qui ne tolère aucune complaisance. Cela implique, premièrement, des mesures de prévention qui assurent l'inclusion, la justice sociale et un accès équitable aux ressources publiques. Deuxièmement, des enquêtes menées avec impartialité et respect des droits des victimes, des témoins et des mises en cause. Troisièmement, des poursuites exercées dans le respect strict de l'état de droit. Quatrièmement, la protection efficace des lanceurs d'alerte, l'autonomisation des citoyens et l'assurance d'une justice réparatrice et responsable. Mesdames et Messieurs, fort heureusement, notre continent porte en lui, surtout à travers sa jeune population, les ressources morales, humaines et intellectuelles pour inverser la tendance. La seule condition pour faire éclore ce potentiel est que nous soyons prêts à unir nos forces, à partager nos expériences et à mobiliser toutes les énergies. Cette mobilisation passe d'abord par une exigence d'exemplarité à tous les niveaux. Dirigeants intègres, agents publics rigoureux, gestionnaires respectueux de la loi, mais aussi et surtout citoyens résolus à ne jamais céder aux sirènes du gain facile. Elle suppose également d'innover, notamment par le renforcement des mécanismes de prévention, l'encouragement
de la dénonciation des abus, la promotion des lanceurs d'alerte et la promotion de la transparence comme norme collective. En effet, une telle mobilisation implique d'investir dans l'éducation et la formation. En effet, c'est dès les premières années d'apprentissage, sur les bancs de l'école et dans les amphithéâtres universitaires, que se forgent les valeurs de probité et se construisent les repères éthiques et la culture de l'intégrité. C'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement du partenariat que nous avons instauré avec l'Institut supérieur de management, l'Institut africain de management, l'Institut privé de gestion et le groupe Subdeco, sans oublier Doutasek qui sera bientôt parmi nos partenaires. Et tout ceci en vue de l'organisation des joutes oratoires qui suivront tout à l'heure et qui verront s'affirmer les talents de ces grandes écoles. Ces débats sont bien plus que des exercices académiques. Ils témoignent de la volonté de notre jeunesse de penser l'éthique comme des responsabilités vivantes, de sonder l'existant et de tracer des voies nouvelles. Les thèmes proposés, qui questionnent le rôle des jeunes dans la lutte contre la corruption, restent de brûlantes interrogations qui méritent d'être explorées avec courage et lucidité. En effet, la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, elle est dès aujourd'hui une force motrice qui peut transformer nos sociétés si on lui fait confiance et si on lui donne les moyens de s'engager. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, je voudrais clore mon propos en réaffirmant l'engagement de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption à être ce partenaire attentif et disponible, à travailler main dans la main avec toutes les institutions publiques, les acteurs de la société civile, les médias, le secteur privé et surtout avec vous, la jeunesse, qui portez l'espoir d'un Sénégal plus transparent et plus juste. Ensemble, avec persévérance et détermination, nous pouvons faire de la dignité humaine le socle inébranlable de notre gouvernance. Ensemble, nous pouvons prouver que l'intégrité n'est pas un idéal inaccessible, mais la condition première d'un avenir commun prospère. C'est sur cette invite pressante que je voudrais déclarer ouverte la cérémonie de commémoration de la 9e journée africaine de lutte contre la corruption. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Le Sénégal, pays des grands hommes, pays des grands savants, pays de la référence, le pays de la teranga, le pays des grands marabouts, le pays aux multiples atouts. les bonnes lèvres, ñoo ngi lépp, les bonnes lèvres, ñoo ngi lépp, wallaay, les bonnes lèvres, ñoo ngi lépp, les bonnes lèvres, ñoo ngi lépp, les bonnes lèvres, ñoo ngi lépp, daa bañ a dem. les bonnes lèvres, ñoo ngi lépp, les bonnes lèvres, ñoo ngi lépp, ñoo ngi lépp, ñoo ngi lépp, ñoo ngi lépp, daa bañ a dem, daa bañ a dem. les bonnes lèvres. ñoo ngi lépp. Il était une fois. Il était deux fois. Il était 3 fois. Il y a toujours eu des fois. Cette fois-ci, il ne fut qu'une seule fois. Dans un petit village lointain, une jeune fille nommée Aïcha. Aïcha était connue pour sa sagesse et sa bienveillance envers tous les habitants du village. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle rencontra un vieil homme au regard perçant. Le vieil homme lui dit: Aïcha, si tu pouvais réclamer une seule chose dans ta vie, alors que demanderais-tu? Je réclamerai la dignité. Je réclamerai la justice. La justice, il existe dans ce pays une force invisible mais réelle. Une force qui ne fait pas de bruit, mais dont l'écho se propage dans toutes les consciences. Elle ne se mesure pas en muscles, ni en grade, mais en courage, en rigueur, en honnêteté. Elle ne porte ni uniforme ni toge, mais elle marche avec droiture. Elle ne punit pas pour détruire, elle éclaire pour reconstruire. Elle ne crie pas, elle interroge,
Elle ne condamne pas, elle réveille. C'est une présence qui ne se donne pas en spectacle, mais qui donne sens au service public. C'est une main invisible qui tient le tissu républicain pour qu'il ne se déchire pas. C'est une mémoire vigilante, un souffle qui rappelle que la dignité n'est pas une décoration, mais une respiration essentielle à toute vie humaine. Elle parle sans blesser, elle agit sans s'agiter, elle ne cherche pas à humilier, elle travaille à redonner confiance. Ce nom, ce n'est pas un simple sigle administratif. C'est un symbole, une boussole, c'est un serment public. Ce nom, c'est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Ce nom, c'est l'OFNAC. Ainsi, nous sommes réunis aujourd'hui. C'est pour affirmer haut et fort que la lutte contre la corruption n'est pas qu'une affaire de loi ou de structure. Elle est d'abord un combat pour la dignité humaine. Promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. C'est refuser que les valeurs se négocient. C'est croire que l'intégrité n'est pas un fardeau, mais une fierté. C'est défendre la place de chaque citoyen dans un État où le respect n'est pas réservé à quelques-uns, mais accordé à tous. C'est faire du mérite une vérité et de la justice une culture. C'est redonner confiance à la jeunesse. C'est rappeler que l'on peut réussir sans piétiner. C'est aussi tendre la main sans pour autant se courber. C'est faire le choix du juste, même lorsque c'est difficile. Parce que la dignité, c'est ce qui reste quand tout le reste s'efface. Nous croyons en un autre avenir. En un avenir qui ne triche pas avec les principes. Un avenir qui marche sur 3 jambes solides. Un avenir qui marche sur 3 jambes solides. Djoub, djoubal, djoubanti. Djoub pour l'éthique dans les choix, dans les gestes, dans les décisions. Djoubal pour la transparence, la redevabilité, la clarté dans l'action. Djoubanti pour une transformation réelle, durable et portée par les consciences. Le Sénégal que nous voulons est possible. Le Sénégal que nous voulons est possible. Un Sénégal debout où la vérité ne fait pas peur. Un Sénégal où la fonction publique est une mission, pas un privilège. Un Sénégal où chaque citoyen se sent protégé par le droit et non dépassé par les réseaux. Un Sénégal où le mot valeur ne se conjugue pas au passé. Un Sénégal où la dignité ne se quémande pas, mais s'impose. Promouvoir la dignité humaine. 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 Cette fusion commence avec un engagement simple, un acte quotidien, un refus discret mais ferme. Il est celui de ne pas compromettre sa conscience. Parce que promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption, ce n'est pas attendre un héros venu d'ailleurs. C'est être soi-même, chaque jour, un maillon propre dans la chaîne de la nation. Et toi, citoyen, où que tu sois, qui que tu sois, que feras-tu quand il faudra choisir entre le silence complice et la parole droite? Que feras-tu quand il faudra choisir entre l'intérêt immédiat et l'héritage durable? Que feras-tu quand il faudra choisir entre la facilité et la dignité? Choisis, mais choisis grand, choisis juste, choisis propre, choisis digne, choisis le Sénégal. Merci. Merci à la coach de... Allez, on peut commencer. Bonjour. Vous venez en tout cas de marquer la célébration de la 9e édition de la lutte contre la corruption. Le long parcours aujourd'hui, que peut-on retenir? Je vous remercie. Comme vous le savez, nous sommes là aujourd'hui. Et chaque année, le 11 juillet, l'Union africaine célèbre la commémoration de l'adoption de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et à chaque journée,
l'Union africaine donc, détermine un thème que partout en Afrique, les autorités et les populations discutent sur la corruption et ses implications. Cette année-ci, le thème choisi a été de parler, d'intégrer la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on est là autour d'un thème très important qui est la dignité dans la lutte contre la corruption. Ce thème peut inverser les tendances. Pardon? En quoi ce thème peut inverser les tendances dans la corruption? Oui, parce que si vous voyez aussi bien dans la Convention de l'Union africaine que dans la Déclaration des droits de l'homme, la dignité humaine occupe une place centrale. Aujourd'hui, l'Union africaine a tenu à réaffirmer la centralité de la dignité humaine dans la lutte contre la corruption, en insistant sur le droit des citoyens à être informés, notamment les couches vulnérables, les couches marginalisées, à être informés sur leur droit à exiger une gestion transparente, digne, lucide et responsable des deniers qui leur appartiennent tous. Aussi à protéger les lanceurs d'alerte, à protéger aussi toutes les victimes, protéger tous les acteurs en matière de lutte contre la corruption, y compris maintenant les personnes qui sont présumées coupables, en respectant leurs droits dans la lutte et dans le traitement des dossiers qui les concernent. Alors quel est le niveau réel de la corruption ici au Sénégal selon vos chiffres? La corruption, comme partout ailleurs, est un mal endémique, on ne peut pas le nier. Le Sénégal connaît ce phénomène, qui est un phénomène effectivement, aux yeux de, en tout cas à partir des rapports et des études que nous faisons, la corruption est vraiment un mal réel au Sénégal, en Afrique et partout. Au Sénégal, je crois que la lutte se fait intensément. Toutes les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires pour lutter contre ces corruptions, en mettant les institutions nécessaires en place, en essayant de doter du mieux qu'elles peuvent ces autorités-là de moyens pour lutter contre la corruption. L'Office national de lutte contre la corruption, qui est l'organe dédié à titre principal à cette lutte, est en train de faire son travail à travers sa division d'investigation qui fait des enquêtes sans bruit, mais des enquêtes très approfondies et des enquêtes très utiles pour l'aide. À travers aussi sa division de la prévention qui aujourd'hui est en train d'organiser ce type de sensibilisation et qui le fait à travers le Sénégal. Donc nous avons deux départements vraiment qui luttent parfaitement contre ça, et sans compter maintenant le département déclaration patrimoine, comme son nom l'indique, qui est en train de recenser toutes les déclarations qui sont faites dans ce sens. Alors Président, pourquoi impliquer les écoles de commerce dans la lutte? Nous avons impliqué les écoles parce que la jeunesse est porteuse d'espoir. La jeunesse est un très bon relais. Et nous voulons donc, en les formant, en les associations à cette lutte-là, qu'elles puissent porter ce relais, cette information partout où ils sont. Et vous savez, la jeunesse est partout. Vous êtes satisfait aujourd'hui? Hein? Vous êtes satisfait aujourd'hui de la lutte? Oui, nous sommes satisfaits des progrès que le Sénégal est en train de faire en matière de lutte contre la corruption. L'Office national de lutte contre la corruption aujourd'hui a atteint sa vitesse de croisière, comme je l'ai dit. Notre organisation est appelée dans toutes les instances internationales de lutte contre la corruption. Ça, c'est un succès qu'il faut saluer. Au niveau de l'Association internationale des autorités de lutte contre la corruption, nous sommes membres du comité exécutif. Au niveau des instances de l'OCI qui luttent contre la corruption, nous sommes vice-présidents. Au niveau du RINCAO qui lutte dans la sous-région, dans l'Afrique occidentale, nous sommes dans le bureau exécutif. Donc ça montre que l'OFNAC est en train de faire un travail excellent et qui a été renforcé en 2024 par une loi qui n'est pas encore évaluée, c'est vrai, parce que tous les moyens ne sont pas encore à notre disposition et nous appelons les autorités à renforcer l'OFNAC. Nous avons une très bonne loi. Nous avons d'excellents textes, nous avons tous les moyens juridiques pour lutter contre la corruption. Ce qui reste maintenant, c'est de renforcer les moyens de l'OFNAC et Inch'Allah, le travail se fera. Justement, vous parlez des autorités. Alors, quelle attente l'OFNAC place-t-elle au gouvernement actuel pour accomplir sa mission? Nos attentes, c'est de dire que nous avons des lois très bonnes qui peuvent lutter contre la corruption efficacement. Il reste maintenant les moyens. Les moyens sont d'ordre matériel, technique, humain. Et il faudra renforcer le personnel de l'OFNAC. Nous avons un personnel relativement réduit par rapport aux tâches. Nous invitons M. le Président de la République, M. le Premier ministre et son gouvernement de donner à l'OFNAC les moyens matériels et humains qui permettent de lutter. waaw maa ngi leen di gërëm tey dafa nekk bis boo xam ne
Afrique at bu nekk bu la 11 juillet jotee dañuy daje ci réew yëpp dafay am yu mel nii ñuy waxtaan ci corruption nuñ koy xeexe ak nu ñuy def ba mu dellu ginnaaw ak lan la mën a indi ci réew. ren Sénégal tam bis bu nekk mu koy def ren moo tax ñu teew fii ci Douta Seck ànd ceeg ay école de commerce ak ànd ceeg ay artistes ànd ceeg ñu bari pour béral xeex boobu nga xam ne Sénégal mi ngi koy xeex di xam le ni am nañ structure bu tudd OFNAC am nañ yu tudd ONRAC am na tudd CENTIF am na tudd ARCOP am na tudd Cour des comptes am na tudd inspection générale d'État ñoo ñëpp takkoo di xeex ger fii ci Sénégal ànd ko kilifa yi réew mi ñu di sàkku ci ñoom àndandoo boobu gën a dëgër pour que ñu mën a xeex ger en tout cas ñun ñoo ngi koy def ak ni ñëpp dañ ko mën a en tout cas OFNAC daal mi ngi ciy xeex bu mag te li ciy tax ñu kontaan ci mooy boo génnee ci bitim réew doole ji OFNAC am tey OFNAC bu ñu leen dee wax invitation yi ñuy yónnee pour dem bitim réew di teew ci yenn ndaje yi ak ñi nga xam ne ñoo bëgg a ñëw pour toppandoo ñun li ñuy def dañ xam ne Sénégal wax dëgg yàlla mi ngi ci yoon boo xam ne yoon bu baax la yoon bu jub la. wàllu ger Sénégal fi mu ci toll mooy fi ci réew yu bari toll mooy réew mu ndaw lañu moo xam ne ger am na fi waaye li ci am solo mooy jumtuwaay yi ñu war a teg ci wàllu loi pour xeex loolu am nañ ko. OFNAC barki Demba Ndiaye 2024 la ñu yokk dooleem ba nga xam ne amul benn structure bu nekk ci àddina te loolu du man maa ko wax suñu partenaires yi nekk bitim réew ñoo ko wax amul benn structure bu nekk ci àddina boo xam ne loi OFNAC bi am nga loi bu ko gën il faut que loolu mu leer àddina bi ñoo ñu ko séddeel donc amul loi bu ko gën ñoo ngi ci di ci xeex réew mi ñi ñuy jàppale président de la République bu waxee mi ngi wax renforcement de l'OFNAC premier ministre même chose renforcement de l'OFNAC kon ñoo ngi leen di gërëm ci renforcement de l'OFNAC boobu xam ne ñi ngi koy wax te nga xam ne mi ngi déjà ci texte yi li ci des juste mooy ñu jox ñu jumtuwaay yi moyens yi pour ñu xeex ko. waaw te mu tey affaire dignité la dignité xëy na bu ñu ko doon tekki mën nañ ni nit ki jëmmu doomu aadama ak sutura bi mu war a am ak ngor bi mu war a am dañ koo war a boole ci bu ñuy xeex corruption loolu mooy lan mooy ñi nga xam ni dañoo jël seen alal muy réew yi muy collectivité yi dañoo war a saytu bu baax a baax seen alal ba ñu mën koo jot mooy ñi nga xam ni ay témoins yi la doo xam ne dañuy def ay lanceurs d'alerte di wone jubadi yi nga xam am na ci réew mi ñooñu war nañ leen a protéger waaye nag aussi du ñu fàtte ñi nga xam ne ñoom la ñu jiñ ni leen yéen a def ñooñu tam dañ leen a wax war a jox seeni droit ba nga xam ne buñ leen di atte lay doon boo xam ne du am benn lam-lame ba lépp loo nga xam ne jël nañ ko ci réew mi ñu mën koo delluwaat ci réew mi parce que Sénégal nag soxla na ko. waaw dañoo taamu ndaw yi parce que ndaw yi dañoo nekk ay relais maanaam ñoo xam ne ay ndaw lañ ndaw yi ci seen âge ay ndaw lañ yoo xam ne dañ leen di yónni bu ñu demee ci seen kër yi ci seen quartier yi bu ñuy fubal bu ñuy waxtaan bu ñuy jàng ci université yi bu ñu delloo ci seen dëkk yi ku ci nekk xamle ni corruption lu bon la corruption loo ci xaw a gañe ba yaakaar ne gañe nga ko perte nga ko lu ko ëpp donc loolu moo la ñu daje tey ni xale yi nañ leen jiital ci boobu xeex ñu ànd ci comme autorité ànd nañ ci OFNAC mi ngi ci ak yeneen structures yi moo tax tey jii ñu associé leen ci loolu. maa ngi leen di gërëm. Merci. waaw soxna si comme ni nga ko waxee ñun institut supérieur yi nga xam ne OFNAC daf ñu tànn pour ñu ñëw participer à cette journée-là suñu rôle mooy dans la prévention maanaam xale yi nga xam ne ñun ñu ngi leen di yor suñu école yi ñu mën leen tàggat ci li nga xam ni mooy corruption lutte contre la corruption day fexe ñun ñu bokk boole suñu curricula suñu programme yi des modules yu nga xam ni dafay jàngal xale yi lan la ñuy lutter contre la corruption day jàngal xale yi ñu am une dignité xam ni que ëllëg ñoom ñooy nekk dirigeant réew mi à travers l'Afrique parce que tout à l'heure gaa yi ngi wax Sénégal parce que Sénégal lañ nekk mais damay fàttali que ñun école yi ñuy nekk dañuy recevoir la jeunesse africaine donc suñu rôle au-delà du Sénégal dafay law ci Afrique maanaam tàggat xale yi ci vraiment lépp lu nga xam ni war nañ ko moytu pour tomber sur la corruption et loolu nag ni ñu koy defee mooy dugal ay ci programme bi des modules yu nga xam ni day nekk des modules de lutte contre la corruption. Je vous en prie. Oui, en français, je voulais effectivement dire que je suis monsieur Sall Papa Saliou et je suis le directeur général du groupe IPG-ISTI
je suis aussi le représentant des 4 écoles qui ont été invitées aujourd'hui par l'OFNAC, à savoir l'ISM, l'IAM, le groupe Subdeco et le groupe IPG-ISTI que je dirige, pour venir participer à cette journée. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, les propos inauguraux m'ont été, n'est-ce pas, octroyés, et j'ai eu l'insigne honneur effectivement de parler au nom de ces écoles. Je voulais dire effectivement que nous avons été invités ici pour être un relais de l'OFNAC dans nos différentes écoles. Dans nos différentes écoles où nous accueillons la jeunesse africaine. Je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du Sénégal, nous recevons la jeunesse africaine dans nos institutions, de telle sorte que nous avons un rôle primordial, n'est-ce pas, de participer à cette lutte contre la corruption dans la prévention. Dans la prévention, c'est-à-dire les étudiants que nous recevons dans les institutions, nous avons le devoir, et nous le faisons déjà, d'intégrer des modules de lutte contre la corruption dans notre curricula, dans notre cursus de formation, pour in fine, quand les étudiants sortent, qu'ils soient assez outillés pour faire face à ce fléau-là, j'allais dire cette pandémie. C'est ça, donc vous pensez que cette implication est venue à son heure? Ah oui, nous n'avons même pas attendu que l'OFNAC nous invite, puisque nous travaillons avec l'OFNAC depuis très longtemps, et comme je vous l'ai dit, nous avons intégré dans nos modules des matières, en fait, des modules qui luttent contre la corruption, de prévention. C'est pourquoi, en parfaite intelligence, nous avons travaillé avec la direction de la prévention de l'OFNAC. J'en profite pour féliciter effectivement le professeur François Ndiaye, qui est le directeur de la prévention à l'OFNAC, pour dire que les écoles sont très contentes de cet invite, mais qu'ils soient rassurés que nous serons les relais, effectivement, pour cette jeunesse africaine-là, parce que nous sommes chargés de les préparer à intégrer, n'est-ce pas, toutes les responsabilités futures. Merci. Papa Saliou Sall, directeur général du groupe IPG-ISTI. Je crois que j'ai encore quelques cartes. Non, moi, président de la fédération de randonnée. Mohamed Salimatassi, Ami Gueye Dien, Elage Abdoulaye Conté, Amadou Tidiane Wan, Mohamed Moutala Douf, de représenter à cette table, à ma droite. Ici Deco, M. Manel Sissoko, Rodali Douf, Mariam Ndiaye, Pape Boubacar Silla, Mbaye Jacques Sey, à vous, s'il vous plaît. La jeunesse africaine, première ligne de défense contre la corruption, l'union pour les étrangers. Chaque jour à 15 minutes, présenter la communication. D'accord. Je pense qu'on peut commencer par là. Mais je voudrais juste aussi que la présidente de la grande puisse Monsieur le modérateur, monsieur le président de l'OFNAC, monsieur le vice-président de l'OFNAC, monsieur les membres de l'Assemblée générale de l'OFNAC, monsieur le secrétaire permanent, monsieur le directeur, monsieur les directeurs des institutions privées, donc les patronats devront souple prendre la parole pour nous dire ce qui compte de la corruption. Je vous salue. Je salue tous les invités ici présents pour commémorer cette importante de la corruption. Monsieur les représentants de Madame, monsieur les représentants de je vois que la répartition me semble un peu équitable. À droite et à gauche, des deux côtés, il y a 3 garçons et 2 filles. Je suis vraiment convaincue que nous allons assister à des chutes oratoires de qualité. Parce que demain, vous serez à
assumer des responsabilités au niveau des plus élevés. Donc, Monsieur le Président, je voudrais vraiment vous féliciter parce que vous leur donnez l'opportunité de bâtir une conscience sur l'impact négatif, sinon destructeur, de la corruption sur tous les aspects du développement. Mes chers collègues membres du jury, comme l'a dit Monsieur le modérateur, un temps de parole vous est imparti, eh bien vous serez jugé sur la maîtrise du temps de la parole. Prenez également le temps de bien articuler, c'est important. Faites de la bonne déclinaison, ça compte également, évidemment. La qualité de la production intellectuelle aussi fera l'objet d'une appréciation, parce que nous avons des critères que nous avons définis qui sont au nombre de 8. Monsieur le modérateur, vous me permettrez de le rappeler. Les critères sur lesquels vous serez notés, votre attention s'il vous plaît. Monsieur, vous les gênez. Monsieur. Le coach. Le coach, écoutez un peu. Oui, d'accord. Il y a 8 critères. Critère numéro 1, maîtrise du sujet. 2, argumentation, logique et force. 3, impact oratoire, le charisme. 4, originalité et créativité. 5, cohésion d'équipe. 6, respect du temps. 7, qualité de la conclusion. Et enfin... Dès qu'on atteint les 15 minutes, quel que soit on arrête cette communication. Il faut qu'on comprenne très bien. 15 minutes. Mais il faut trouver le point de départ. Oui, le point de départ, il sera top au moment où il prend le micro. Voilà. Il y a un chrono ici devant nous. Top départ. L'adage voudrait nous faire croire qu'il faudrait toujours garder le meilleur pour la fin. Mais ce matin, moi j'ai envie de vous dire qu'il faudrait que l'on commence par un bon début. En entrant dans cette salle, nous avons pris notre petit déjeuner qui, pour moi, est un plat d'entrée qui va nous permettre de maintenir éveillé ce public. Ce public assez exigeant de doute sec. Chers jurés, chers auditoires, certains vous l'ont dit avant moi et peut-être d'autres vous le diront après moi. Recevez mes salutations les plus chaleureuses et les plus distinguées. Cependant, nous le savons, vous êtes des résistants, poursuivis, persécutés et même harcelés, non pas par un malfaiteur de la rue, mais par une bête tentaculaire, bien habillée, bien parfumée, qui ne vous laisse aucun répit, la corruption. Nous le savons, c'est une maladie et elle est dans notre société. Mais aujourd'hui, l'on parle de maladie et l'on parle du rôle de la jeunesse. Et à côté de moi, j'ai des jeunes qui probablement passent leur temps à scroller sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui voudront nous faire comprendre que cette jeunesse est un levier stratégique. Levier stratégique alors qu'on nous parle de la jeunesse comme étant le futur et non pas le présent. Oui. Pour régler un problème, surtout celle de la corruption, il faudrait que l'on parle de la jeunesse africaine non pas comme un futur, mais comme un présent. Nous avons tous survécu. Nous avons survécu à cette lenteur administrative, à cet agent qui nous dit qu'il nous manque une pièce, alors que nous savons concrètement qu'il manque une enveloppe pour avoir notre papier. Nous avons survécu et nous avons dit non. Et pourtant, malgré tout cela, on n'agit pas. Quel est le rôle de la jeunesse? On nous parle de l'OFNA qui est là pour lutter, qui est né d'une revendication de la jeunesse. Mais aujourd'hui, elle est où cette jeunesse? On parle de jeunesse parce que nous avons toujours eu cette volonté-là de la hisser au rang de rempart. Mais elle est déjà à genoux. À genoux devant un système qui l'épuise, à genoux devant les deals qu'elle n'a pas choisis, à genoux, parfois parce qu'elle est fatiguée, parfois dans son propre intérêt. Oui,
l'on parle de la jeunesse qui est là et qui ne fait rien. Mais il y a des éveillés, des modèles. Mais soyons lucides et véridiques entre nous. Ce sont des gouttes d'eau dans un océan d'abandon. Cette jeunesse consciente, cette jeunesse capable de relever les défis de notre continent, elle est une goutte d'eau dans cet océan africain. Alors, affirmer qu'elle serait un levier stratégique, c'est comme vouloir bâtir un gratte-ciel avec du sable muet. C'est une belle intention, mais ce n'est qu'un mirage. Je finirai par vous rappeler ces propos d'un célèbre philosophe, Nietzsche, qui disait en ces termes: l'espoir est le meilleur des mots, M-A-U-X, car il prolonge la souffrance de l'homme. Je vous remercie. Chers co-débatteurs, le poison culturel, savamment inoculé dès la tendre enfance, est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. Cette assertion, cette citation, loin d'être anodine, peut être facilement liée au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la jeunesse et son lien profond avec la corruption. Il faut dire que l'écosystème qui entoure la jeunesse est plutôt propice pour être corruptible qu'incorruptible. Si l'on veut que la jeunesse puisse lutter contre cette corruption, on ne peut pas le faire en se basant sur ses intentions. Seules les intentions ne suffisent pas. Il faut un environnement propice. Or, l'écosystème pauvre dans lequel la jeunesse africaine naît, dans lequel la jeunesse africaine grandit, dans lequel la jeunesse africaine est éduquée, c'est un écosystème pourri jusqu'à l'os par la corruption. Que dire alors d'une jeunesse qui serait un rempart contre cette corruption, alors qu'elle est même le fil conducteur pour la corruption d'atteindre le système et de le pourrir? Ce qui est déjà fait. C'est devenu, j'ai parlé de culture en premier, parce que la corruption est devenue effectivement une culture. On parle de corruption culturelle. La jeunesse africaine sur laquelle nos espoirs se portent naît de cette corruption, grandit dans cette corruption et apprend de cette corruption. Si l'on espère que la jeunesse puisse apprendre de cela, il faut d'abord l'éduquer dans l'éthique, dans l'intégrité, dans la morale. Or, ce n'est pas fait. Ne brûlons pas les étapes. Les étapes sont claires. Si l'on veut apprendre à la jeunesse d'être ce rempart contre la corruption, alors apprenons à la jeunesse d'être le rempart contre la jeunesse, contre cette corruption. Ne brûlons pas les étapes, mesdames et messieurs. On ne peut pas vouloir inculquer à la jeunesse une leçon alors qu'on ne lui a pas éduqué là-dessus. La plupart des jeunes ne connaissent même pas la définition de la corruption. Ne brûlons pas les étapes. Donc si l'on veut espérer que cette jeunesse soit le rempart, n'espérons pas seulement, agissons. Je vous remercie. On n'a jamais vu de mère propre. Non encore. On parle de jeunesse aujourd'hui. Aux papas qui sont là, à mes frères et sœurs ici présents, retournons en terminale et faisons un peu de philosophie. Parlons un peu de déterminisme social. Qu'est-ce que c'est? Ça vous dit? Le milieu fait l'homme. Nous ne sommes le fruit que du milieu de là où l'on vient.
Seydou Bodjan, dans Sous l'orage, disait, je cite, « Le séjour du tronc d'arbre dans le marigot ne fait pas de lui un crocodile. » Peut-on avoir une jeunesse qui est rempart contre la corruption quand cette même jeunesse, ironiquement, parle de link? Link rek mo wóor. Une autre façon de dire que si je peux payer pour avoir un privilège, je n'hésiterai pas. Je le ferai. Ce n'est pas de la corruption, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est savoir ce que l'on veut, c'est avoir de l'ambition. Voici cette jeunesse que l'on pense être un rempart contre la corruption. Ou alors, redéfinissons la corruption, adaptons-la à ces réalités-là qui font que nos links ne soient pas une façon de corrompre, et ainsi seulement, je pense, nous pourrons parler d'une jeunesse comme rempart contre la corruption. Mouhamadou Mourtada Diouf, à tout à l'heure. Peut-être à la fin de ce siècle, distinguera-t-on deux types d'hommes. Ceux formés par la télévision et ceux formés par la lecture. Moi, je rectifierai cette citation d'Ernst Jünger qui disait ça au XXe siècle. Je dirais, nous avons deux types d'hommes. Ceux formés par les écrans et ceux formés par la lecture. Alors, je vous pose une question. Cette jeunesse d'aujourd'hui, où est-ce qu'elle se situe? Où est-ce qu'elle se situe? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, TikTok, ne voyons-nous pas un déclin de l'intelligence? Ne voyons-nous pas un déclin de la connaissance? Où est la lecture ici? Où est la lecture dans cette génération? Et on nous dira que cette génération, que cette jeunesse-là même peut être un rempart contre la corruption? Mais qu'est-ce qu'elle sait de la corruption quand tout ce qui importe, c'est le paraître, tout ce qui importe, c'est l'apparence? Et je dirais autre chose. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la corruption quand aujourd'hui les jeunes sont exclus des instances de décision? Je vous pose la question. Alors, on reviendra sur cela, mais je pose juste une affirmation. La jeunesse aujourd'hui n'a d'autres remparts, n'a d'autres modèles que les réseaux, que le paraître, que la mondanité. Merci. Merci beaucoup. Je commencerai par ceci, remercier mes collègues d'avoir planté le décor. Nous parlons aujourd'hui d'un cadre qui fait l'individu. Parlons de cela, mesdames et messieurs. La pauvreté. Disons-le, acceptons-le. La pauvreté est aujourd'hui ce qui consiste, la première faiblesse, qui fait de sorte que la jeunesse constitue une brèche par laquelle la corruption peut oser passer. Nous parlons de la jeunesse comme étant une arme, un outil, un instrument pour combattre la corruption. C'est une utopie, disons-le, des chimères. Comment pouvons-nous espérer que cette jeunesse qui aujourd'hui est celle, sachant que c'est elle-même qui est celle qui promeut la corruption, peut oser dire que demain, ce sera elle qui va la combattre, qui va permettre de l'éradiquer, de s'en débarrasser, de la supprimer. Soyons réalistes. Nous nous retrouvons ici entre intellectuels. Réfléchissons, s'il vous plaît. En premier lieu, nous avons parlé de la pauvreté. Ici, il y a des gens dehors, ici même, qui n'ont même pas de quoi manger. Vous pensez que si vous leur proposez ici, entre le chemin le plus facile pour trouver de la nourriture ou bien utiliser la voie normale, utilisée par la voie légale, vous pensez, que choisiront-ils selon vous? Le plus facile? Ai-je tort? Merci beaucoup. On ne peut pas parler d'utiliser cette jeunesse aujourd'hui qui est corrompue comme arme. C'est comme si prendre une pirogue et aller dire on va faire naviguer au plein milieu du centre-ville. C'est hors cadre, hors sujet. Revenons sur terre. Parlons des choses telles qu'elles sont. On ne peut pas aujourd'hui espérer de la jeunesse qu'elle puisse faire autre chose que suivre le mouvement, car elle est venue trouver un écosystème déjà planté, déjà enraciné. Un diamant, aujourd'hui, n'est formé que par la pression. Cette pression même est celle qui emprisonne la jeunesse africaine.
Cette pression de la société, de l'écosystème, est celle qui va nous conditionner à choisir le chemin le plus confortable. Si jamais tu as envie de changer les choses, tu dis, bon, je vais quand même payer comme je dois le payer. On va te dire, non, tu fais trop genre, reste tranquille, suis le mouvement, fais comme les autres. Parce que si tu oses dire que tu vas vouloir suivre la règle, on va te pointer du doigt et dire que tu essayes de faire genre. C'est l'expression qu'on utilise de nos jours. Elle a eu à parler des réseaux sociaux. Je ne m'étalerai pas plus. Vous verrez le reste au niveau du débat. Je m'appelle Salima Tassi et aujourd'hui, je viendrai défendre la vérité. Merci. La parole est au groupe SUPDECO. Manel Sissoko, Rosalie Diouf, Mariam Ndiaye, Pape Boubacar Silla, Mbaye Jacques Sey. Le décompte se fait juste. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce débat passionnant. Avant de commencer, permettez-nous de vous offrir une illustration. Alors, voici ce qu'on utilise aujourd'hui comme exemple, comme un bulletin de notes. Et mon camarade ici présent sera mon professeur. Je ne suis pas content de mon bulletin de notes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui présenter mon bulletin de notes et à l'intérieur, qu'y a-t-il? Ce n'est pas assez, monsieur Silla. Vous devrez peut-être rajouter la somme et être un peu plus généreux. Et ensuite, je vais me tourner comme si ce n'était pas préparé et glisser quelque chose à l'intérieur de mon relevé de notes. C'est déjà mieux. Vous pouvez passer en classe supérieure. Vous l'avez bien compris, ce n'est rien d'autre que la corruption. Elle nous gangrène. Elle gangrène notre société et aujourd'hui, nous nous interrogeons sur le rôle crucial de la jeunesse africaine. Face à cette corruption endémique, la jeunesse africaine a-t-elle les armes pour pousser notre continent et le transformer vers l'excellence, ou n'est-elle condamnée qu'à être le petit poussé et à n'être que notre petit dernier? Est-elle le rempart tant attendu ou est-elle une promesse vaine? Oui, la jeunesse est un rempart. Alors, si on se base sur les données de la Banque africaine de développement, on peut dire qu'en Afrique, actuellement, il y a 60% de jeunes sur la population mondiale. Et d'ici 2050, nous irons vers des chiffres à peu près estimés à 75%. Donc, si on se base sur ça, on peut dire que la jeunesse, pour tout ce qu'on pourra construire dans le futur, il faudra compter sur elle. Donc, seule la jeunesse pourra changer les choses, qu'on se le dise déjà. Et cette jeunesse, heureusement, elle est connectée, cultivée, a le sens de l'engagement et est à l'heure du numérique. Donc, ont beaucoup de chance, la chance de pouvoir passer de le numérique à l'engagement, etc. J'ai passé le passage. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la jeunesse africaine est une jeunesse très connectée. En effet, plus de 55% de la jeunesse africaine ont accès aux réseaux sociaux et aux technologies. À vrai dire, la technologie donne à la jeunesse un vrai pouvoir d'action. Comme le disait Kofi Annan, la technologie n'est pas une baguette magique, mais elle peut mettre en lumière ce que certains préfèrent garder dans l'ombre. Fin de citation. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, aux applications de dénonciation et aux plateformes de transparence, les jeunes peuvent suivre en temps réel l'action publique et alerter l'opinion publique. Je vais prendre comme exemple, ce fut le cas
Ce fut le cas lors des dernières élections présidentielles en 2024, où de jeunes Sénégalais ont créé l'hashtag Sunu Élection pour mettre la pression sur les autorités, dénoncer l'abus de pouvoir et exiger l'organisation d'élections présidentielles transparentes. Mais aussi, les réseaux sociaux peuvent servir d'outils de conscientisation et de sensibilisation contre les méfaits de la corruption. Au Nigeria, l'application Follow the Money permet au peuple de suivre en temps réel l'usage des fonds publics. Au Kenya, le portail Huduma restreint l'interaction entre le peuple et les institutions afin de diminuer les risques de corruption. Comme vous l'avez remarqué, les jeunes représentent une part importante de la population africaine, ce qui leur donne un pouvoir social et politique considérable. L'utilisation des technologies, quant à elle, offre de nouvelles voies pour lutter contre la corruption, notamment grâce à la transparence et à la dénonciation. Cependant, d'autres pensent que ce n'est qu'une illusion. Mesdames et messieurs, chers jurys, la force actuelle des choses montre que la jeunesse, qui est considérée comme l'avenir et un moteur de changement, n'est pas une ligne de défense, on va dire, contre la corruption. Au contraire, le verrouillage et la marginalisation des jeunes rendent plus particulièrement vulnérables ces jeunes, voire les poussent à intégrer, malgré eux bien sûr, à un environnement corrompu. Dans de nombreux pays, plus particulièrement au Sénégal, l'accès à un emploi décent et à des postes à responsabilité est souvent conditionné par des réseaux, le népotisme ou encore la corruption directe. Ce qui pousse certains jeunes qui, sans connexion, à être exclus et désorientés. Mesdames, Messieurs, les jeunes sont rarement en position de prendre des décisions politiques, qu'on le dise, ou de participer activement à la gouvernance. Les structures existantes sont souvent dirigées par des générations plus âgées et les voies d'accès sont souvent opaques ou corrompues, ce qui fait naître un sentiment d'impulsivité, d'impuissance, mais surtout de frustration. Face à un système bloqué, les jeunes perdent leur idéalisme et la corruption devient donc pas un mal à vaincre, mais une survie, une voie de survie ou une... La corruption devient donc une voie de survie ou de réussite rapide dans un système où les règles du jeu sont renversées, sont fausses. S'il y a la possibilité de tricher, pourquoi résister? Chers membres du jury, chers auditoires, chers co-débatteurs, outre la question, le difficile accès plutôt à la sphère publique, la marginalisation ainsi que l'instrumentalisation, la question est-ce que les jeunes peuvent vaincre la corruption et fait l'objet d'un scepticisme, d'une incrédulité
de par le fait qu'il existe d'autres facteurs tels qu'un aspect social. Ce dernier n'est autre qu'un amas de problèmes. Le premier qui figure parmi ces problèmes, ce n'est autre que la précarité. Cette dernière, au-delà d'avoir une dimension, un impact plutôt matériel, a un impact sur le plan psychologique. En effet, une personne qui se trouvera en situation de précarité aura tendance à remonter aux causes de ce problème, en jugeant que si elle en est ici aujourd'hui, c'est à cause de la société, à cause des institutions. Ainsi, cette personne subira une sorte de despotisme démocratique, comme le disait Tocqueville, Alexis Tocqueville. Ce dernier, excusez-moi plutôt, ces mêmes personnes se désintéresseront de la vie politique, de la sphère publique. Elles seront découragées. Elles ne croiront plus en des choses telles que la lutte contre la corruption. Un malheur ne venant jamais seul, il figure un autre problème, qui est aussi une conséquence de la précarité. Ce problème, c'est que les personnes seront prêtes à vendre leurs valeurs, à y renoncer. En effet, vous n'êtes pas censé savoir qu'un père de famille qui gagne peut-être 100 000 par mois pour nourrir une famille de 5 enfants n'hésitera pas une seule seconde à se laisser corrompre. Vous connaissez tous le célèbre proverbe « La fin ne justifie pas les moyens », je précise la fin F-I-N. Dans le cas où nous sommes, j'aimerais dire que la fin due à la précarité ne justifie ni les moyens ni la corruption. Un autre élément qui est aussi une conséquence quelque part de la précarité, pouvons-nous dire, est le chômage. Celui-ci contribue lourdement, mais vraiment considérablement, à dégrader l'image, l'espoir que les gens ont envers les institutions, envers les organisations, envers les offices. Une enquête parue dans le média The Guardian en 2024 indiquait qu'en Afrique subsaharienne, il n'y avait que 10 millions de postes pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail. Jusqu'ici, rien d'alarmant. Mais sachez, mesdames et messieurs, qu'il n'y avait que 3 millions de postes disponibles pour 10 millions de personnes. Vous me direz, où est le lien? Où est le lien entre chômage et corruption? Le lien, mesdames et messieurs, se trouve dans la dimension, dans l'aspect plutôt, que un jeune garçon qui vient de recevoir son diplôme, qui vient de faire sa licence, son doctorat, ou même, pourquoi pas, professorat même, postule pour un poste et voit que malgré son bagage intellectuel solide, voit que ce même poste a été donné à une autre personne. Pas parce qu'elle était plus compétente que lui, mais pour la seule et unique raison que cette même personne était le fils de la personne chargée de recruter, était la sœur, la mère, le père, ou simplement l'ami de cette personne. Cette même personne se trouvera dans deux cas de figure, dans deux états d'esprit différents. Le premier, c'est la personne combative, la personne qui va se révolter et dire tout simplement « Non, tapez le poing sur la table. Ces choses ne peuvent plus continuer, il faut qu'elles changent, halte à la corruption. » Néanmoins, le deuxième cas de figure, c'est celui où se trouvent beaucoup de jeunes, malheureusement aujourd'hui, particulièrement dans la société où nous sommes. Ce point, cet état d'esprit, ce n'est autre que de se dire « Ça ne sert à rien, je baisse les bras, il est trop tard pour changer. La corruption est trop, beaucoup trop enracinée dans le système. » Aujourd'hui, moi, en tant que jeune, je n'ai jamais vu quelqu'un face à la corruption réussir. Voire face à la corruption, je n'ai jamais vu quelqu'un, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés, sévir. Alors moi, ce même jeune va se dire, moi, je préfère subir, ou la corruption alors, pourquoi ne pas la servir? Les défis et les flaws, les aspects négatifs auxquels la jeunesse est confrontée, une chose est sûre, l'avenir de l'Afrique est entre les mains de sa jeunesse. Maintenant, posez-vous une question. Allons-nous laisser la corruption gagner ou saisissons-nous cette chance pour aujourd'hui bâtir un avenir meilleur?
Et maintenant, je ne vous dis qu'une seule chose. À vos actes pour bâtir un continent meilleur. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on peut commencer. IAM a eu la gentillesse et la courtoisie de laisser le groupe IPG, Oumar Ba, c'est bien ici. Oumar Ba, Sintus, Dylan, Subité, Bilal. Vous avez la parole pour présenter votre thème. Le thème, l'éthique. Ouais, IAM, mais ils sont en train de s'installer. Donc, hein, IPG, donc c'est IAM qui est en face. Donc à IAM, vous avez à développer l'éthique individuelle suffit-elle à éradiquer la corruption au niveau institutionnel. Aminata Timera, Binta Sarr, Aminata Sall, Cheikh Yaya Fall, Hadja Diallo. Vous avez la parole. Le micro, s'il vous plaît. Vous avez 15 minutes à vous partager. Je vous remercie. Donc c'est IPG qui demande. Voilà, c'est... C'est sur la jeunesse que repose l'espoir d'un peuple. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, monsieur le président de l'OFNAC et le plus important, chaleureux public, recevez mes salutations les plus sincères. Quand les élites s'endorment dans la corruption, c'est à la jeunesse de se lever. Mais est-ce que vous sentez cette odeur? L'odeur de la gloire. Elle est là, elle approche, elle avance. Petit à petit, lentement, mais sûrement. Elle est là pour changer, innover et surtout pour bâtir son empire. Oui, parce que quand les élites s'endorment, c'est à la jeunesse de se lever. Alors, sans plus tarder, je vais laisser à mes camarades pour débattre sur ce thème qui nous dit « L'éthique individuelle suffit-elle à éradiquer ?» L'éthique individuelle est-elle suffisante pour éradiquer la corruption institutionnelle? Je vous remercie. Il y a des combats que l'on mène à voix haute et d'autres que l'on porte en silence. La lutte contre la corruption entre dans cette dynamique-là. Elle est à la fois morale et publique. Et c'est dans cette croisée des chemins que nous allons nous introduire aujourd'hui. Mesdames et messieurs les membres du jury, honorables invités, chers camarades, l'éthique individuelle suffit-elle pour éradiquer la corruption institutionnelle? À cette question vaste et brûlante, nous devons répondre avec rigueur, mais aussi avec lucidité. Dès lors, que signifie cette éthique individuelle à laquelle on prête tant de vertu? C'est une lumière intérieure, fragile mais persistante, qui guide nos choix lorsqu'il n'y a personne autour de nous. C'est une voix condescendante, sensible à des principes comme la justice, la droiture et l'honnêteté. Mesdames et messieurs les membres du jury, alors, que pèse la lumière isolée face à l'ombre d'un système? Parce que la corruption institutionnelle ne suffit peut-être pas face aux déviances individuelles. Mesdames et messieurs, elle peut porter sur des postes obtenus avec honneur, une chance achetée, ou bien même, pourquoi pas, un appel d'offres truqué. Alors, l'éthique d'une seule femme ou bien d'un seul homme suffit-elle à démanteler un tel mécanisme? Je vais vous demander d'imaginer. Imaginez une goutte d'eau qui tombe dans un fleuve noir de déchets. Aussi limpide qu'elle soit, elle ne peut pas changer la couleur du fleuve. Elle fond, se déteint, disparaît. Cette image, selon moi, décrit clairement
le sort de l'éthique individuelle, seule, face à la corruption institutionnelle. Elle est noble, elle est précieuse, mais elle n'est pas suffisante. Chers membres du jury, chers présidents de l'OFNAC, chers vice-présidents de l'OFNAC, chers honorables invités, mais surtout chers camarades et chers publics, bonjour. Je m'appelle Aminata Timera, étudiante en 2e année d'un bachelor en administration des affaires, option finance. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi que de vous parler d'un sujet aussi sensible que fondamental, car il parle d'un des méfaits les plus ancrés dans notre société, la corruption institutionnelle. On nous dit souvent que tout commence par soi, que pour changer le monde, on doit d'abord commencer par se changer soi-même. C'est beau, c'est noble, mais c'est un peu naïf. On peut le dire, oui, l'éthique individuelle est nécessaire et essentielle pour la lutte contre la corruption. Mais aussi noble soit-elle, elle n'est pas suffisante. Elle ne peut pas faire tomber les murs d'une corruption institutionnalisée. Elle éveille les gens, elle les inspire, elle les fait refuser. Mais seule, elle ne peut pas guérir. Pourquoi? D'abord, la corruption institutionnelle n'est pas une faute isolée. Non, c'est un système. Elle est basée sur des structures organisées, sur des réseaux d'intérêts, ou encore sur des procédures démantelées qui parfois deviennent les normes. On ne parle même plus de pots de vin ponctuels. On parle de nominations payées, de nominations qu'on achète. On parle de quoi? On parle de budget falsifié, de rapports effacés. Face à une corruption de telle mesure, seule la simple volonté d'un homme vertueux n'est pas suffisante. Non, il faut une réforme structurelle. Et le problème devient beaucoup plus grand lorsqu'on se rend compte que la corruption institutionnelle s'auto-alimente. Mais bien sûr, elle crée un environnement où les comportements malhonnêtes deviennent normalisés, valorisés, parfois même récompensés. Et dans ce cadre, l'éthique individuelle devient marginale. Ah oui, elle ne devient plus la règle mais l'exception. Je dirais même qu'elle est synonyme d'obstacles, de menaces, de naïveté. Et cela me mène vers un autre point. Nous le savons tous. L'éthique est une notion subjective. Ce que je pense juste peut ne pas l'être pour l'autre. On ne peut pas se baser sur juste l'avis de quelqu'un pour décider de la justice, de la transparence. Il nous faut une structure, il nous faut des règles. Il nous faut surtout une culture commune de l'intégrité. Comment est-ce que la simple volonté, la simple droiture d'un homme pourrait changer un système, une organisation systémique basée sur la corruption? On se pose la question. Et surtout, même si nous, êtres humains, sommes intégrés, lorsqu'on est dans un environnement qui, lui, est vicié, y a-t-il vraiment changement? Non. Le système étouffe, le système change. Et les personnes même les plus éthiques s'adaptent. Et même parfois se taisent. Pourquoi? Parce que le système formate. Le système fait peur. On n'a pas envie de perdre. On s'est battu pour notre place. On a envie de s'adapter, de devenir comme les autres, de réussir comme la masse. Face à cela, quelle est la force d'un individu? Quel est son pouvoir? Lui, seul face à un système qui perdure depuis des années. J'aimerais vous poser la question. Sachant qu'aujourd'hui, la corruption a également un impact sur la société. Elle tue la méritocratie. Elle décourage nos jeunes talents. Mais surtout, elle nourrit l'injustice. Au jour d'aujourd'hui, lorsque l'accès aux ressources publiques sont basés sur quoi? Les relations, l'argent, l'influence. Les citoyens ont peur, les citoyens n'ont plus confiance. Et c'est cette méfiance envers l'État qui rend l'application des règles encore plus difficile. Pour changer les choses, il ne faut pas simplement une personne. Car oui, la personne peut s'opposer. Pour avoir un changement durable, il faut un mouvement dynamique et collectif. Je vais vous citer l'honorable, le feu juge Kéba Mbaye qui disait « Le respect de son concitoyen est le bien le plus précieux au monde. » Fin de citation. J'aimerais vous dire que ce respect ne peut exister que dans un monde où l'éthique n'est pas un bien privé, mais dans un monde où l'éthique est une valeur collective, appliquée dans nos institutions, dans nos pratiques, dans notre avenir. Alors je le répète,
L'éthique individuelle, elle, à elle seule, peut ne pas suffire. Elle peut ne pas suffire. Mais je dirais qu'elle est le début du commencement. Mais j'aimerais encore une fois vous poser la question, cher public, mais également, cher jury. Pensez-vous vraiment qu'un organe sain, seul, puisse sauver un corps malade? Merci beaucoup. Oui, cher ami. L'éthique individuelle pourrait bien être suffisante. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, honorables invités, chers camarades, je suis Ndeye Aïssatou Sall, étudiante en 2e année de licence en droit des affaires à l'Institut africain de management. Pour retourner à mes propos, oui, l'éthique individuelle pourrait bien être suffisante. Car ce ne sont pas les institutions qui rendent les hommes intègres. Ce sont les hommes qui rendent les institutions justes. Aujourd'hui, je défends la conviction selon laquelle l'éthique individuelle n'est pas une option, mais une règle de comportement obligatoire pour tous, sans exception bien sûr, afin d'éradiquer la corruption au sein de nos institutions. Je vais illustrer cet argument à travers des pays comme le Rwanda, qui a lutté drastiquement contre la corruption en instituant une responsabilisation personnelle et aussi des politiques fondées sur l'intégrité. À côté, nous avons l'Afrique du Sud, avec Sully Mandosela, une ancienne médiatrice de la République, qui a révélé un scandale au sommet de l'État. Je vais poursuivre avec le droit qui a consacré l'éthique individuelle comme un fondement pour la lutte contre la corruption. Cela est illustré avec des textes pertinents, à savoir la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, avec l'article 7 qui incite les États à promouvoir l'intégrité. Nous avons aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003, avec le chapitre 2 sur les mesures de prévention. Et enfin, la Charte africaine sur la fonction publique. Maintenant, nous pouvons dire qu'il y a des États, mais aussi des hommes, des élites même, qui lancent des alertes sur la corruption, à savoir John Gitobo, originaire du Kenya, qui a dénoncé un détournement, je peux dire même un scandale de plus de 600 millions de dollars. Il y a aussi Jean-Jacques Lumbumba, originaire de la RDC, République démocratique du Congo, qui a dénoncé également un blanchiment et un détournement d'argent lié à la présidence. En somme, une institution est le reflet de ses agents. L'éthique individuelle est la racine. Si elle est saine, le tronc institutionnel l'est aussi. J'aimerais aussi souligner 2 mots de notre hymne national que nous chantons machinalement, mais sans y prêter une grande attention. Ces 2 mots sont Sénégalais, debout. Comme disait notre feu très cher et honorable Kéba Mbaye, durant son discours inoubliable et légendaire. Debout pour le travail, debout pour l'éthique, avant qu'il ne soit trop tard. Debout en rappelant devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'adopter un comportement non éthique, ce que serait la société. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une. Ce serait une société
vouée à l'échec. Peut-être à la déchéance, mais à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, chers citoyens, évitons ce genre de comportement. Merci. Lorsque la nuit fait appel au silence, que toute âme éteigne sa présence, les souvenirs commencent leur résonance et les actions leur redondance. Chaleureux public. Honorable membre du jury, auguste assemblée, chers homologues, il serait cher à mon cœur d'aller vers chacun de vous saluer de la manière la plus conviviale, la plus chaleureuse qui soit. Cependant, comme vous le savez, le temps me fait défaut. Permettez-moi de vous saluer par une salutation qui nous est tous commune. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aurais bien aimé m'éterniser devant vous pour partager ce qu'est l'éthique individuelle devant l'institution. Mais je le répète encore, le temps n'y est pas. Sur ce, je pense que Aminata Timera et Aïssatou Sall ont eu à défendre deux thèses différentes. Je pense qu'elles ont toutes deux raisons. Car l'éthique à elle seule peut ne pas suffire. Mais, comme on le sait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Chers membres du jury, bonjour. Je me nomme Oumouba, étudiante en licence 3, option commerce international et marketing. Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour débattre du sujet qui est l'éthique individuelle. L'éthique individuelle, suffit-il Excusez-moi. L'éthique individuelle suffit-elle à éradiquer la corruption au niveau institutionnel? On dit souvent au Sénégal, et en même temps dans mon très cher pays qui est la Mauritanie, que si tu veux que ton dossier avance vite, il faut que tu connaisses quelqu'un dans ce domaine. Voilà, on a déjà mis un pied dans le monde de la corruption. Celle qu'on voit, qu'on vit et parfois qu'on banalise. Mais aujourd'hui, parlons sérieusement. Malgré toutes les lois, toutes les commissions, tous les discours, pourquoi la corruption est-elle toujours aussi présente? Et surtout, comment en sortir? La corruption, c'est l'abus d'un pouvoir reçu à des fins personnelles. On a des lois, on a des institutions. Mais alors, pourquoi rien ne bouge vraiment? La question fondamentale est la suivante. Comment une démarche personnelle peut-elle faire face à un mal systémique? Pourquoi compter uniquement sur la conscience morale individuelle ou faut-il mettre en place des mécanismes collectifs, juridiques et culturels? Merci. L'éthique ne commence pas ni dans les tribunaux, ni dans les grands discours. Elle débute dans le silence, les hésitations, les choix que l'on fait sans témoin. Face aux crises de conscience, aux dérivés quotidiennes et aux mécanismes parfois invisibles de la corruption ou de l'exécution, il est temps de réapprendre à penser moralement.
pas de façon qui sont reconnus pour leur lutte entre l'égalité. Cependant, le système lui-même est corrompu. L'éthique individuelle ne suffit pas. Il faut des institutions solides pour punir et dissuader. Des lois justes et une culture d'intégrité partagée. C'est en combinant la morale personnelle et un cadre institutionnel fort que l'on peut réellement combattre la corruption. La corruption est un problème auquel toutes les nations du monde sont confrontées. Pour résoudre cette équation, il suffit de chercher à trouver les meilleures solutions pour éradiquer ce problème. Je vous remercie. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est ça la phrase, la fameuse phrase que nous entendons dans toutes les institutions. On va faire un entretien. On nous dit oui, c'est vrai, hein, vous êtes très bien diplômé, on est d'accord. Mais qui t'a envoyé? C'est la phrase que nous avons tout le temps entendue. Et quand on sort, on sait que son dossier est clôturé. Parce qu'on n'a personne. Moi, j'ai entendu au Sénégal, ici, j'ai entendu plusieurs fois. J'ai entendu aussi au Togo, qui est mon pays. J'ai entendu cela aussi au Mali. Et toute la sous-région est comme ça. On ne peut pas dire que c'est tout un seul peuple qui en souffre. Mais il y a une autre phrase que j'ai entendue une fois, où M. Thomas Sankara disait aux Nations Unies, l'impérialisme, c'est déjà dans nos plats. Mais la corruption et l'éthique dont nous parlons aujourd'hui, c'est déjà dans nos foyers. Ça y est dedans. Oui, c'est vrai, c'est triste, mais c'est ça. Parce que voici un parent qui est là, son enfant sort avec un téléphone iPhone 16, et il ne se demande même pas pourquoi il a trouvé ça, où est-ce qu'il a eu ça. Bon, ça c'est ce qui est familial. Mais revenons maintenant dans les institutions où on te demande de faire une pièce, tu veux faire une pièce d'identité qui coûte 5 000 francs, on te dit bon,
vu que ça va prendre assez de temps, bon, envoie 20 000, j'ai fait tout ça là. Bon, est-ce que c'est vraiment, on est là pour servir le pays, pour servir le peuple, ou bien on est là pour servir ses poches? C'est les questions qu'on se pose toujours. Et aujourd'hui, on ne sait pas. On prend encore d'une manière générale. On étudie, on fait de première année jusqu'en 5e année, on finit. On n'a pas le temps d'aller faire stage, c'est d'accord. On veut sortir, on veut chercher stage, on dit non, bon, c'est vrai, on t'aime beaucoup, c'est vrai. Mais est-ce que tu as expérience? Voici quelqu'un qui quitte tout à l'heure 5 ans, il va trouver expérience pour commencer boulot. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Mais si nous regardons ça, c'est encore loin, on peut comprendre. Mais les institutions qui sont censées être nos défenseurs, pour nous montrer le vrai chemin. Parce que nous, il se pourrait qu'on a faim, comme notre collègue de Sud-Deco a dit, on a faim, on n'a pas vraiment l'oreille pour entendre tout ce qu'il va. Donc nous, ce que nous tombons dessus, que là. Mais vous qui êtes censés nous aider à surmonter ce mal, mais c'est à vous de nous dire, bon, il faut essayer d'alléger l'administration. On dépose un dossier, au lieu que ça passe vite, on attend longtemps. Un directeur qui est là, il vient midi, il vient à 10h, midi, il est pressé pour partir. En temps, il va signer le dossier là quand? Toi, ton dossier, tu attends. Tout ça, c'est la corruption. C'est le manque d'éthique en soi, parce qu'on n'est pas engagé à 100% dans ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que ça puisse faire? Il y a monsieur, je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, monsieur Robert Badinter qui disait, lorsque monsieur François Mitterrand lui a nommé comme président de la Constitution le 4, c'est le 4, je vais voir ça, permettez-moi de lire un peu mes notes. Hein. D'accord. C'était le 4 mars 1987, si je ne me trompe pas. Donc, il disait ceci. Monsieur François Mitterrand, vous m'avez nommé président du Conseil constitutionnel. C'est vrai, hein? Je vous aime bien, vous êtes mon ami, mais moi, je vais faire ce que j'ai le devoir d'ingratitude envers vous, parce que je dois servir le pays d'abord. Donc, si toute personne prend ce genre d'engagement, de servir d'abord la nation, et avant de servir ses propres intérêts, je pense que ce débat est déjà clos depuis longtemps. Dans la Genèse, c'est déjà depuis l'indépendance que ce fléau existe jusqu'à aujourd'hui. Donc, faisons un peu d'effort et changeons aujourd'hui. Merci. Ça passe. Bonjour. Bon, il faut savoir déjà que la corruption, c'est universel. Nous parlons de la corruption. La corruption, c'est universel. Mais, vous saviez la différence entre l'Europe et l'Afrique. En Europe, par exemple, ils ont la chance d'avoir des institutions fortes, c'est-à-dire des mécanismes assez puissants pour lutter contre la corruption. Tandis qu'en Afrique, vous connaissez, on prend des propositions extrêmement élevées. Ce sont ces propositions-là qui freinent le développement d'un pays. La corruption et le développement, ça ne fait pas élever un pays. C'est ça le problème en Afrique. Face à ce phénomène, il devient essentiel de proposer des solutions concrètes pour lutter contre cette dernière. Premièrement, la sensibilisation. La sensibilisation, c'est-à-dire de bas âge. Nous devons à l'école expliquer aux enfants que la corruption n'est pas bonne. Informer la population sur les effets négatifs, comme ce qui est en train de se passer dans le monde où nous sommes actuels. Deuxièmement, la transparence. C'est très important, la transparence. Très important. Excusez-moi. La transparence, c'est de montrer comment l'argent et les décisions sont utilisées. Troisièmement, la sanction. Moi, je suis beaucoup pour la sanction. Ma chère collègue est là. On l'a vu en train de voler. Il faut montrer sur les journaux. Comme ça, au moins, nous qui sommes là, nous regardons les informations, on va se dire, si on l'a vu là, c'est que si nous on essaye, là, c'est foutu pour nous. Comme ça, au moins, je pense qu'en le faisant, nous allons essayer d'éviter et
être juste en fait, si possible. Troisièmement, nous allons parler du contrôle régulier. Contrôle régulier, c'est faire des vérifications, des comptes et des activités dans les services publics. Maintenant, la question que je me pose, malgré le fait que nous donnons des solutions, est-il possible d'éradiquer la corruption par la conscience individuelle? Parce que je me dis en quelque sorte que c'est de notre faute à nous, sur notre réflexion. Il est beau de dire, de trouver des solutions, de donner des arguments, mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients, nous n'essayons pas de... Nous réfléchissons, mais nous, Africains, nous sommes... la réflexion n'est pas assez haute. Voilà, c'est un peu ça. Puis, excusez-moi encore, il y a plusieurs solutions. Je voulais parler du refus des compromis moraux. Aujourd'hui, si vous pouviez savoir, c'est comme si on attendait ça. J'ai pris un taxi, le taximan était, on l'a arrêté. On l'a arrêté, pourquoi? Vous saviez pourquoi on l'a arrêté? Parce que ce dernier n'était pas en règle. Mais, tout d'un coup, on a fait 1 minute. Il est descendu, il allait remettre des sous. Le policier a accepté. Tandis que nous devons arrêter ça. Le policier devait faire quoi? Il devait l'arrêter dès le début et nous devions descendre pour prendre un autre taxi. Mais c'est ça la corruption, je vous remercie. Merci. Donc, à nos équipes, à utiliser sur vos prestations. Merci. Là, je pense qu'on va nous dire le passe. On va laisser le soin à la présidente du jury de pouvoir effectuer le travail qui lui est demandé. Madame la présidente, je donne la parole. Et que vous devez définir les règles du jeu. Merci. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Les candidats qui ont eu à faire preuve de leur talent devant nous. Nous allons devoir observer un moment pour délibérer entre membres du jury. Monsieur le Président Biran, je voudrais vous demander, avec Madame Koba, de collecter déjà les feuilles. Nous allons faire le calcul des points. Et au cas où il y aurait deux groupes qui seraient en ex-aequo, on sera obligé d'aller vers les questions orales que nous avons déjà préparées. Merci beaucoup. Pour le temps, je pense qu'on peut finir ce travail-là en 10 minutes. Hein. Oui, 10 minutes, c'est bon. Il est 1h moins 5. On repart à 1h05. Sénégal est suñu gaal joo leen ko nañ leen joxe manko suñu gaal Sénégal est suñu gaal joo leen ko nañ leen joxe manko suñu gaal. Je me porte dans la gorge comme une prière brûlante. Je te respire, je te mange, je te pleure et je te sens. Je te pleure et je te sens. Que plus qu'un pays. Tu es une parole ancienne, gravée dans les tampons, que t'as à tirer le taille. Waouh, cousu dans les boubous et soufflé dans les bénis. On t'appelle Teranga, pas au mot une manière d'être. Un plat qu'on partage, même quand le ventre est vide. Un sourire qu'on entre sans garantie de retour. Une porte qu'on laisse ouverte, toujours. Tu m'as appris à dire directement avant de parler. Tu m'as appris à saluer longtemps, à écouter, à accueillir. Même celui que je ne connais pas, même celui qui ne me ressemble pas. Tu es cette femme au marché qui porte son avenir sur la terre. Qui porte la parole, la douleur et la dignité dans la même calebasse. Tu es la grand-mère de Dakar qui récite l'histoire sans livre, qui connaît les saisons mieux que les bulletins météo. Tu es la mémoire, retour aux valeurs. Peuple de très grand
Aujourd'hui, c'est une guerre permanente. Un combat silencieux où le plus fort écrase le plus faible. Où la vitesse est devenue un droit et la prudence une faiblesse. Sur les routes de nos villes et de nos banlieues, le vacarme est assourdissant. Les chauffeurs de taxi, autrefois souriants et bienveillants, ne prennent plus le temps de parler. Ils accélèrent, coupent la route, se faufilent dans des espaces impossibles. Tout cela pour ne pas laisser l'autre passer. Ce n'est pas seulement dans les villes que la police est prise. Ah bon? Sur les routes urbaines, c'est l'hécatombe. Te lo ci xamul, tali bi xatul de suñu xol yi ñoo xat. Dëgg la. Des bus bondés, des cartes de négociation usées jusqu'à la porte. Des chauffeurs qui refusent de céder du terre. Et puis, des familles endeuillées, des corps sans vie jusqu'au bord des routes, victimes de cette insatiable soif de vitesse. Et nous regardons, nous commentons, nous pleurons puis nous oublions jusqu'au prochain accident, jusqu'à la prochaine tragédie. Sénégal, pays à 95% musulmans. Réew Serigne Touba El Hadji Malick Sy, réew Maam Seydina Limamou Laye. Réew mi nga xam ni jàppalante ak dimbalante moo doonoon suñu doole. Un pays où la solidarité et la fraternité devraient être les piliers de notre société. Pourtant, derrière les salutations chaleureuses, derrière les nettoyeurs, se cache toujours un autre visage plus sombre, plus perfide. Tóortóor meññi garab sax di naata naat. Tóortóor meññi garab sax di naata. Bu nekkaat dañ daan toog di waxtaan. di diisoo tey sottante xalaat. daan bokk benn kaasu café ngir woowee farata su bés bi. waaye léegi ces réunions où l'on devrait célébrer l'amitié sont devenues des tribunaux d'honneur où l'on juge, condamne et exécute la réputation des absents. On y raconte des histoires, on y tisse des rumeurs et on y détruit des vies à bout de mots. La vie privée exposée, l'intimité assassinée. Autrefois, l'honneur d'un homme, la dignité d'une femme étaient des choses sacrées. Aujourd'hui, une simple capture d'écran peut réduire une vie en miettes. Un message privé devient public en un coup. Une discussion intime est livrée en pâturant à des inconnus. On espionne, on enregistre, on partage, sans conscience et sans honneur. Le respect a cédé place au spectacle. L'intimité des gens est un contenu viral. Chaque jour, des vidéos fuitent, des audios circulent, des vies sont mises à nu sous les rigoureux et les commentaires impitoyables. Où est passée notre humanité? Où est passée notre pudeur? Nous, peuple de Teranga. Peuple de Teranga. Nous sommes devenus des juges sans cœur, des spectateurs adultes de scandale, des complices silencieux, dans un monde où tout se fait, où rien ne se pardonne, où l'erreur de naissance, publier la condamnation à vie. Makadja, étudiant du monde, âme sensible a été broyé par cette machine incroyable. Avant de partir, il a laissé ses mots déchirés, criant son chagrin face aux accusations d'inconnus. Au calme, au jugement sans feu. Il a préféré quitter ce monde, plutôt que de rester vivre sous le poids du regard des autres. Mais l'avions-nous une fois entendu? L'avions-nous compris? José Makadja, combien d'autres encore? Combien de jeunes se battent en silence contre des rumeurs assassines? Combien d'amis de familles brisées, de destins fauchés par des mots lancés sans réfléchir? Un retour aux valeurs, un appel à la conscience. Sénégal, pays de paix, pays de foi, pays d'honneur. Il est temps de se réveiller. Il est temps de relancer sous les routes. Retournons du sens à nos amitiés. Nañu sàmm suñu suturaay borom comme ni ñu sàmmee suñu suturaay bopp. Protégeons l'intimité des gens comme nous protégerions la nôtre. Sénégal, tu n'es pas parfait. Tu as tes failles, tes luttes, tes douleurs, mais tu restes encore debout. Toujours. Et moi, ton enfant, je te porte comme on porte une promesse avec amour, avec feu, avec fierté. Vert, nous sommes ta voix. Jaune, nous sommes ton histoire. Rouge, nous sommes ta vie. Et tant qu'il y aura un cœur qui bat, tant qu'il y aura un souffle dans ce pays, le monde verra que ne mourra jamais. Et si nous continuons ainsi, si nous persistons dans cette indifférence, nous ne serons plus que des ombres connectées. Des âmes errantes dans un monde où la vitesse et les mots tuent plus sûrement que les âmes. Que la mémoire de Makadja et de tous ceux qui sont tombés sous le poids de notre inhumanité nous serve de leçon. Que nos
ISM 350,5 points. Déclaré premier. SUPDECO 336,5 points, déclaré deuxième. Eh bien, ces deux-là vont s'affronter pour la finale prévue le 9 décembre. Au titre de la troisième place, s'affronteront Institut africain de management avec 332,5 points, Institut privé de gestion avec 330 points. Eh bien, ces deux équipes vont s'affronter pour la troisième place, toujours le 9 décembre 2025. Eh bien, le jury vous félicite tous. Monsieur le Président, nous voilà à la fin de notre mission, la mission que vous avez bien voulu nous confier. Nous vous remercions pour le choix que vous avez bien voulu porter sur nous pour présider et être membre de ce jury-là. Avec nos encouragements, je voudrais, avec votre permission, passer la parole à Madame Kobar, qui a une annonce à faire pour les équipes qui nous ont fait part de leur talent en matière de créativité. Madame Kobar. Les cadeaux. Oui, bonjour à tous. Je suis Madame Hélène Kobar de la cellule communication. C'était juste pour dire que nous avons une équipe de participation. Le président pour semble chacune des surpris de équipes. l'annonce du 9 décembre. Il se trouve qu'il y a c'est eux qui nous ont dit. Hein. Oh, oui, absolument. Ils vont devoir s'affronter le 9 décembre pour la première et la deuxième place. Pour les deux autres, ils vont aussi devoir s'affronter à nouveau pour la deuxième, la troisième Et la quatrième place, voilà. Maintenant, ces équipes, ce sont des équipes de participation pour chacune des équipes. On va tout à l'heure demander à Monsieur le Président. On nous a pris à Oui, pied c'est ça. levé, on est au courant de rien. Parce qu'il semble Et chacune des équipes, vous pouvez Oui, je l'ai vu écarquiller les yeux. récupérer votre... Je l'ai vu écarquiller les yeux, mais Bah, bon. en fait, il n'était pas au courant de Voilà, ce c'est programme-là. ça, il semble C'est un problème d'organisation, il semble surpris. Mais nous, on ne fait que présenter le programme qu'on nous a donné. Pas, il y a un problème en interne qu'il devait régler. Tout le monde, je pensais que toutes les jours devaient se passer aujourd'hui. Mais on peut se lever, non? Wala ñu xaar mu pare. S'il y en a... On se lit Non, moi je vais lui dire la prochaine fois. Il y a beaucoup d'amateurisme là. C'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Quelqu'un d'autre peut s'approcher? Une école. Un autre responsable de notre école? Ah oui. Celle-là, c'est Soninke. Timéra. Il s'exprime très bien en France. Moo tax ma remarqué. Gis naa il faut commencer avec nga ne kii moom. Et puis elle a une maîtrise. Man ma mère dafa Fofana. Oui, elle est Fofana. Voilà. Comme Soninke, je le suis. Madame la Présidente du jury, vous voulez bien remettre dem leen rek. Eh Allah. Non, non, man xam nga Dinaa wàcc yéegaat wàcc. Imam Bira. Imam Bira. Voilà, c'est bon. Le podium est en train de me faire. Oh, oui, non, non, c'est bon. Ça va pas, hein? C'est bon. C'est un podium un peu vieillot, hein. Mais M ne dem joxe benn. Hein? M ne ngi nii la joxe benn. Oh.
président yow kay mën nga toogee ne rek. toogal ci biir xaaral. ñu jëf tàkk. lii rafet na ci de wax dëgg yàlla. man waaw lii rafet na moom. école yi sax le fait d'assister les écoles c'est une excellente chose. wala ku ko moom Samba Ba. boole yëpp man kay boole yëpp documentation la boole yëpp dañ boole yëpp rek benn yoon daan boole yëpp rek day nekk documentation ci kër gi. kay jeex na ko dafa mi kay moo koy tëj. rafet na trop tey le vendredi bon. moom kay xat na ba noppi ñoo ngi mag yi kay daanu nañu. waaw seen jumaa ji moom mooy speed yi. non ça va. nañ ca. mu ne fërkolo. liggéey waaye kii waxoon Zakaria Dia waxoon julli liggéey julli. imam baa ngi xutba fi mu nekk. waaw waaw bu nekkee ñor na. li ma doon wax kay yaa ngi gën a bëgg poème te poème moom. Les équipes qui ont participé à la compétition, est-ce que vous voulez vous rapprocher du président pour une photo de famille? Félicitations. On voit que c'est la même tendance partout. On est bien quand on regarde dans les notes là, les écarts. On voit que c'est la même tendance pour nous. Nous tous, oui. Non, non, ça fait. Voilà. Non, c'est palpable. Hein. C'est comme si on s'était. Ce côté-là, c'était palpable. Hein. Moi, je ne suis pas du jury, mais j'ai fait dire. Mais c'est bien que des écoles puissent appeler s'affronter comme ça. Demain, ça les pousse à. Ouais, il y avait un truc comme ça, génie en herbe là, à l'époque. Ouais. Ay boki britannique bi xam nga ñu ñëw. On date de génie en herbe. Ban kii la. Est-ce que kii Samb. RTS la woon de. Sada. Kii Samb. Samb. Un grand animateur. Aziz Samb. Est-ce que Aziz Samb? Aziz Samb. Oh, Aziz Samb. En fait, il a copié, c'est un concept qui est pratiquement. Ah ouais, en France. Ba léegi am na. Oh, il y a des chiffres et des lettres. Voilà. Léegi une fois par semaine. Voilà mon fils. Parce que Une prochaine équipe peut s'approcher, s'il vous plaît. Ouais, c'est déjà un album de photos. Immortalisé. Ça laisse toujours. Hein? Ça laisse toujours un combatif. Wow. Parce que les dés ne sont pas jetés, lui fait encore pour être premier. Lui pour être troisième d'ailleurs. waaw dama ne ko nga baal ma. benn kii dafa muy am na ku ne ko foo def 5 minutes moo ko defee. elle disait que quoi elle a 5 minutes ki le resté ma ne ko déet yow ñu la benn minute wax nañ la ko joxañ ñu la ko. laa ko wax ñu liggéey ma nuyu ko. Elle a bien conclu avec la manière. Ah boobu kat dëgg rek moom pour am na 5 minutes. li gars yi wax kay jekk na ko wax. même soo ko paaloon parewul de. Ah bien ah bon. da soo ko préparé waaye da ko préparé nag. envoyé lyrique. donc envoyé lyrique la woon donc. C'est bon. On est salaamaaleykum man it Samba Samba liggéey ñëpp maaleykum salaam. man kat Samba Law ba nga nekk fi naan ñun kay xam nga ñun montar lañ. voilà soo ma joxe. Samba Law bi nekk maaleykum man kay soo ma dénkee man aw ma ci sentiment moom. mais bu njëkk naa te toog. non lii baax na ci yoon. dinañ gën a préparé su leen amee. Et puis on voit qu'ils ont bien préparé ça. déedéet clôture c'est déjà clôturé. ñun ñoo ngi dem. président. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci président.